Permettez-moi de vous présenter celles et ceux qui sont à mes côtés. J'aurai la chance d'avoir donc à mes côtés Corentin Marten, qui est donc cavalier au sein de l'ERL de l'Ermitage. Je crois que vous avez votre micro. Ah ben vous allez vous partager. C'était juste pour vous faire un petit coucou, vous dire bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça se présente pas mal. On va attaquer cet après-midi, on espère. Bon, ben, je vous le souhaite en tous les cas. Je vais vous inviter à passer votre micro au docteur vétérinaire Yves Gay. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, vous êtes vétérinaire spécialisé, vous êtes en outre avec une autre casquette puisque vous êtes président des éleveurs Bourgogne-Franche-Comté. Tout à fait, depuis quelques années. Alors, ce n'est pas ce titre que vous allez intervenir, mais bien avec votre casquette de spécialiste. Et j'allais dire, j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin et j'étais un petit peu impoli en tous les cas. J'aurais pu commencer par vous, mais c'est vous qui allez prendre la parole en premier. Donc, Sophie Paul Jean-Jean, vous êtes donc la spécialiste vétérinaire technique au sein de Boehringer Ingelheim. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un vrai plaisir. On se connaît déjà depuis, on a eu l'occasion déjà d'intervenir ensemble. Alors, sur un sujet, c'est vrai que j'étais en train de regarder et lorsqu'on lisait justement performance et problèmes respiratoires du jeune cheval de sport, ça touche énormément d'entre nous. On se pose beaucoup de questions. Des fois, c'est un petit peu méconnu. Alors, si vous voulez bien, docteur, je vais vous céder la parole. Je crois qu'on va se servir d'un support de présentation de façon à cheminer un petit peu. Et puis après, avec Corentin, votre confrère, ou moi-même, de temps en temps, on se permettra de vous couper pour essayer d'avoir un éclaircissement. Ça se joue comme ça? C'est parfait. Voilà. Alors, on y on va. va intervenir tous les trois. Avec grand plaisir. Donc, problème respiratoire du jeune cheval et contre-performance. Il faut se souvenir que les problèmes de contre-performance sont très fréquents chez le cheval et les causes sont très nombreuses. On a bien sûr les boiteries, les problèmes d'ulcères gastriques, les problèmes musculaires et les affections respiratoires, qui sont vraiment la deuxième cause d'interruption momentanée ou définitive de la carrière d'un cheval après les boiteries et la première cause médicale de contre-performance, quelle que soit la discipline pratiquée. Alors, on va parler un tout petit peu d'environnement de ce jeune cheval. Les affections respiratoires les plus fréquentes, infectieuses et non infectieuses. La gestion, là je passerai la parole à Yves qui expliquera comment le véto prend en charge ces problèmes respiratoires. Et enfin, un petit mot sur la prévention, vaccination et biosécurité. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'intégrité de l'appareil respiratoire et son fonctionnement optimal sont vraiment les conditions essentielles nécessaires à la réalisation d'une performance sportive. En effet, quand on a une affection respiratoire, on n'a pas assez d'oxygène qui arrive au niveau des poumons et donc au niveau des muscles. Donc, on va avoir une baisse de la capacité d'oxygénation des muscles, donc un recours prématuré au métabolisme anaérobie, sans oxygène, avec accumulation d'acide lactique et développement d'une fatigue précoce, ce qui nuit directement à la performance sportive. Alors, l'environnement du jeune cheval et les facteurs de risque. Donc, en fait, ces jeunes chevaux, on les emmène en concours. Ils subissent un travail intense, notamment pour préparer Fontainebleau. Ils sont hébergés en box, ils sont fréquemment transportés et ils sont en contact avec d'autres chevaux, d'autres écuries, avec des microbes différents. Et il y a un grand brassage, comme à l'école maternelle, si je puis dire. Et en fait, pour les jeunes, l'immunité est en cours d'acquisition et on sait que le sport de haut niveau, le travail intense et les longs transports, s'ils viennent de différentes régions de France, induisent une dépression du système immunitaire. Ça, associé à une pression virale, il y a des virus qui circulent vraiment importantes, et l'exposition répétée aux poussières, tout ça conduit à des agressions répétées de l'appareil respiratoire et donc une prévalence élevée de ces problèmes respiratoires.
Donc, quelles sont-elles, hein? Donc, on les classe en deux grandes parties, les affections infectieuses, donc virales ou bactériennes. Alors là, on parle des grandes rhinopneumonies virales que sont la grippe, la rhinopneumonie à herpès virus, et puis aussi les rhinovirus et dans une moindre mesure l'artérite virale. La gourme, hein, qui est vraiment connue des propriétaires des cavaliers de jeunes chevaux, hein, c'est une infection bactérienne très fréquente chez les jeunes. Et puis après, on a les affections non infectieuses. Donc, on peut, quand on regarde le schéma d'un appareil respiratoire, on voit qu'on peut avoir des affections qui touchent l'appareil respiratoire supérieur, donc au niveau de la gorge, du pharynx, du larynx, et des affections qui touchent plus précisément les poumons. Et au niveau de ces voies respiratoires inférieures, on a cette problématique de l'asthme, hein, qui fait tousser les chevaux. Donc, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment un sujet d'importance pour les cavaliers. Et puis, dans une moindre mesure, l'hémorragie pulmonaire induite par l'exercice. Alors, la grippe, rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est un virus influenza, hein, comme on en côtoie beaucoup, qui subit une dérive antigénique, hein, c'est-à-dire que le virus évolue au fur et à mesure des années. Donc, ça sera important à prendre en compte dans le choix des vaccins contre la grippe. Et c'est un virus extrêmement contagieux qui diffuse très rapidement au sein d'un effectif. Alors, on a deux formes, hein. Une forme légère, mineure chez les chevaux qui sont vaccinés, peuvent avoir une petite pique de température, mais ça reste vraiment bénin. Et par contre, les formes majeures, hein, chez les animaux naïfs, avec vraiment une atteinte importante de l'état général, de la fièvre et des répercussions sur l'état général. Concernant la rhinopneumonie, donc là on parle de forme respiratoire pour nos chevaux au travail, mais il faut savoir qu'il y a cette forme nerveuse, hein, qui a fait parler d'elle lors de l'épisode aussi de Valence, hein, avec des formes nerveuses très sévères. Et puis pour les éleveurs qui nous écoutent, la forme abortive, hein, le virus de la rhinopneumonie fait avorter vraiment de façon dramatique les juments. Alors, ces virus respiratoires, une fois passée la période critique clinique avec la fièvre, on voit sur les images là des épithéliums respiratoires. Donc, en bas, un épithélium qui est sain. Et puis, après un passage viral, hein, l'épithélium est abrasé. Donc, si on ne prend pas le temps de mettre les chevaux au repos, on peut avoir des complications, soit des surinfections bactériennes, soit à long terme, une inflammation pulmonaire qui va faire tousser et qui va embêter les chevaux. La gourme, donc la gourme, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la maladie du jeune cheval qui est due à un streptocoque et qui va se loger dans les ganglions, donc des abcès purulents des ganglions de la tête. On peut avoir du jetage, de la toux. Et le problème, c'est que ce streptocoque va parfois se loger dans les poches gutturales. Vous avez les images sur l'écran. Donner des empièmes, des poches de pus dans les poches gutturales. Hein. C'est ce pus qui peut se dessécher et donner des chondroïdes. Mais le gros problème, c'est que le streptocoque peut rester caché dans les poches gutturales et après disséminer la maladie quand il arrive dans une nouvelle écurie. Et puis, concernant les affections des voies respiratoires supérieures, elles sont bien de nature obstructive, hein, c'est-à-dire qu'elles empêchent l'air de rentrer dans les voies respiratoires. Et comme on disait au début, ça va impacter directement la qualité de l'effort sportif, de la mobilité du cheval. Et peut-être même de sa récupération dans ce cas-là ? Tout à fait, tout à fait. Hein. Moins d'oxygène, le muscle fonctionne moins bien et le cheval a du mal à récupérer. Tout à fait. Donc les plus fréquentes, hein, que l'on connaît, c'est le cornage, hein, le fameux cornage. Alors là, vous avez des images endoscopiques de larynx avec les deux arythénoïdes qui sont à l'entrée de la trachée. Et sur l'image de droite, vous voyez l'arythénoïde gauche qui bouche partiellement l'entrée de cette trachée, donc vraiment une obstruction au flux d'air. Et puis on peut avoir aussi de temps en temps
des déplacements du voile du palais. Hein. Vous voyez l'épiglotte qui est recouverte par le voile du palais. Et de temps en temps, ces affections respiratoires supérieures induisent des bruits anormaux. Donc les cavaliers nous disent, il ronfle à l'effort, il fait un petit bruit. Et donc là, Yves va nous en parler, mais il faudra aller voir avec l'endoscopie ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on peut faire une pause sur ce sujet? Je crois le cornage. D'ailleurs, Corentin, je vais peut-être vous passer le micro, si vous voulez bien. Je crois que c'est... Vous avez peut-être déjà été confronté à ce genre de... Alors, l'asthme, on va en reparler plus généralement, mais je crois que le cornage, ça vous est déjà arrivé. Oui, alors pas forcément directement auprès d'un cheval que j'ai monté, mais c'est quand même un débat surtout commercial. Pour avoir déjà essayé des chevaux où on a été rebuté à l'idée d'acheter ce cheval ou d'aller plus loin, en tout cas dans les démarches, parce que le bruit était assez redondant et aujourd'hui c'est un vice rédhibitoire. Donc quand après, c'est sûr qu'un cheval qui vaut vraiment la peine, on sait maintenant qu'avec les opérations de cornage, ça peut disparaître complètement, mais c'est sûr qu'en tout cas commercialement, un cheval qui corne, Invendable. aujourd'hui, Passera pas. ça passera pas. Ça passera pas. Alors, la solution, c'est de l'opérer. Alors, avant d'opérer, tous les bruits respiratoires, dont le cornage, ne sont pas toujours handicapants en fonction de la discipline. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un cheval de CSO avec un grade 1 ou 2, il peut tout à fait être compétitif et ne pas gêner. Par contre, dans les grades supérieurs, et notamment en course, il est nécessaire d'intervenir. Maintenant, la chirurgie est assez au point. On a des vrais spécialistes, notamment en France, et qui font des très très belles chirurgies. Et on corrige, c'est jamais à 100% sur une chirurgie, mais on peut corriger avec un très bon bénéfice et refaire un cheval de sport. Le seul inconvénient, effectivement, c'est que pour l'instant, c'est toujours un vice rédhibitoire. Donc, il faut bien le signaler au moment de la vente et expliquer les effets ou non pour le futur acheteur. Oui, donc c'était un cheval qui cornait, qui a été opéré, qui Oui. maintenant donc est Ne sur corne un terrain plus. sain. Et Voilà. il peut ne plus avoir de bruit du tout. Alors, on a une toute petite cicatrice, mais elle n'est pas toujours évidente à trouver. Et si on ne la cherche pas spécifiquement, on peut passer à côté. Mais ça, c'est un défaut d'information. Si le vendeur ne le signale pas au futur acheteur, vice. évidemment, c'est un vice caché. Exact. Bon, bah, on a peut-être déjà trouvé une clé en tous les cas pour réouvrir le chemin de ces chevaux-là. Je vous en prie, docteur. Donc maintenant, on aborde les affections de l'appareil respiratoire profond, donc l'asthme. Alors en fait, on parle d'asthme par analogie à l'asthme humain. Il y a beaucoup de similitudes entre l'asthme chez le cheval et l'asthme chez l'homme. Et en fait, l'asthme sévère, c'est ce qu'on appelait avant l'emphysème. Hein. Effectivement, il y a différents grades dans cette inflammation chronique non infectieuse des voies respiratoires profondes. On a l'asthme léger. Et alors, comme on disait tout à l'heure, cet asthme léger, il induit de la contre-performance, mais il est sous-diagnostiqué parce qu'on a très peu de signes cliniques. Au contraire, l'asthme sévère, hein, l'emphysème, là, on a des chevaux qui ne peuvent plus travailler. Donc là encore, le diagnostic sera clinique et évidemment, on passera par l'endoscopie et les prélèvements respiratoires. Et dernière maladie dont je voulais vous parler, c'est l'hémorragie pulmonaire induite par l'exercice. Donc ça, c'est également la grande maladie des chevaux de course, hein, puisque c'est vraiment en relation avec l'intensité de l'exercice. Donc on voit ces chevaux qui saignent un peu du nez, mais là encore, parfois, ils saignent dans les poumons, comme on dit, sans que ça se voit au niveau des naseaux. Les signes cliniques sont assez discrets, mais de la contre-performance, là encore, et c'est lié à une surpression vasculaire au niveau des alvéoles, au niveau de la profondeur du poumon. Donc voilà, quand on a tous ces problèmes respiratoires, on a parfois des signes d'appel et on appelle son vétérinaire pour savoir comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors, effectivement, les signes d'appel sont très variables. Alors, les plus évidents et manifestants pour tout le monde, c'est la toux, le jetage important, la présence de fièvre dans quelques cas quand même. Et là, on a des signes évidents et on recherche pas très longtemps la cause de la méforme. Ensuite, ça peut être beaucoup plus discret. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, les bruits à l'effort. Mon cheval fait du bruit, mais il est performant et
on s'interroge. Bon, après, les signes plus frustres qui ne font pas toujours penser à des problèmes respiratoires, c'est effectivement la non-performance, un cheval qui était tonique et qui l'est plus, qui se fatigue rapidement, qui a du mal à récupérer entre les épreuves, quelquefois qui transpire énormément. Le cavalier s'interroge et bon, c'est là où on intervient éventuellement et c'est là où on commence notre examen clinique. Alors, l'examen clinique, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est sur des méformes, il faut toujours aller prendre la température. Ce n'est pas toujours un geste immédiat pour tout le monde, mais la première chose qu'on dit au téléphone, prenez la température. Ça nous donne quand même la gravité et la vitesse d'intervention. L'hyperthermie, c'est jamais bien chez le cheval, il faut essayer de trouver la cause et y remédier. Après, bien sûr, s'il y a du jetage, pas de jetage, unilatéral, un seul naseau, pas de naseau, on examine les ganglions, on examine les muqueuses. Après, on fait une auscultation, on essaye de déclencher la toux, parce qu'on regarde l'irritabilité du larynx, de la trachée en stimulant la toux. On fait quelquefois des tests complémentaires de type test du sac. Hein. Tout le monde a dû voir ça. On met un sac et on sature l'air en oxygène pour entraîner une polypnée qui augmente les bruits respiratoires et qui nous facilite l'auscultation du poumon. On ausculte évidemment le poumon. On va voir s'il y a des bruits anormaux, des sifflements, des crépitements, etc., qui nous font des premières indications. Et puis, quelquefois, à l'issue de tous ces examens, on ne trouve rien. On ne trouve rien et pourtant on a tous les symptômes. Et c'est là où on dit il faut aller voir un petit peu plus loin et faire des prélèvements pour essayer de trouver la cause de cette méforme. Et on passe effectivement à l'endoscopie. Et ça, c'est vraiment un outil qui nous a fait progresser, notamment dans l'asthme, parce que les asthmes modérés, qui sont en fait très fréquents chez le cheval, ils sont presque indiagnosticables cliniquement. Donc on prend l'endoscope, hein, on va le mettre, alors ça se fait cheval debout, généralement un petit peu tranquillisé, et on va observer les voies respiratoires supérieures, notamment le pharynx, parce qu'on a quand même des pharyngites comme chez les petits-enfants, notamment chez le jeune cheval qui déclenche des toux qui sont assez anodines, mais ça dure longtemps et ce n'est pas si simple à soigner. Puis on regarde effectivement l'ouverture de la trachée, parce que c'est par là qu'entre l'air dans le poumon, la forme des aryténoïdes, des cordes vocales, du voile du palais, si tout est normal, ou si on commence à détecter des petites asymétries. Hein. Alors c'est ce qu'on voyait sur l'image tout à l'heure. C'est très très souvent le cartilage aryténoïde gauche qu'on voit à droite sur l'image, hein, puisqu'on voit en sens inverse. Et puis après, on descend dans la trachée. Et là, on regarde, il y a des sécrétions ou pas de sécrétions. Et là, on est souvent surpris, parce qu'on a souvent beaucoup de sécrétions, alors que le cheval ne mouche pas, ne tousse pas. Ce qui est étonnant, parce qu'on a des cellules ciliées qui déclenchent la toux, mais ils ne toussent pas tous beaucoup. Et donc, on voit ces présences de sécrétions, ce qui nous donne déjà une indication en disant « Ah, là, il y a quand même un problème respiratoire, on ne le voit pas extérieurement, mais il est présent ». Et là, on va faire un premier prélèvement. Ça s'appelle le lavage trachéal, qui va nous servir à faire une recherche bactériologique. Donc, une analyse. Une analyse. Okay. On fait le prélèvement et on l'envoie au labo. Oui, nous, on ne le fait pas directement. On l'envoie au labo. Et puis, derrière, on va descendre un petit peu plus bas pour regarder la bifurcation des bronches. Alors, à l'endoscope, on ne va pas beaucoup plus loin, mais on voit la séparation qui s'appelle la carène bronchique, si elle est œdémaciée, pas œdémaciée, si on a des sécrétions qui descendent dans les bronches. Et puis après, on ressort et on va mettre une sonde un peu plus grosse qui va venir se coapter dans un des deux poumons, où on peut faire les deux, mais un des deux, et on va aller faire ce qu'on appelle un lavage broncho-alvéolaire pour aller essayer de récupérer les cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires. Et c'est à partir de là qu'on verra l'état d'inflammation de notre poumon. Et on va faire de nouveau un prélèvement pour envoyer au labo. Et c'est lui qui va nous dire asthme modéré, asthme sévère, etc. Et à l'issue de tous ces résultats, on mettra en place un traitement. Et puis, dis donc, je ne pensais pas que c'était aussi... Donc, l'avancée, on s'aperçoit que c'est finalement en allant voir lorsque c'est pas évident. Parce qu'avant, on disait, il est asthmatique. Et puis voilà, c'est un petit peu... Je ne sais pas, Corentin, vous, ce genre d'expérience, vous l'avez vécu, justement ? Oui, après, sans faire d'endoscopie, ça reste surtout des suppositions, si je ne m'abuse, parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Nous, à titre personnel, je pense qu'on est tous à avoir déjà... vu ou connu un cheval qui notamment donne pas spécialement de signes et puis on s'interroge fin de parcours, toujours une petite faute qui arrive assez récurrente
Et puis souvent, on finit le parcours, c'est un cheval qui se met à tousser 2-3 fois alors qu'il tousse jamais, juste à la fin de parcours. Bon, quand c'est la première fois, on s'en inquiète pas, puis une deuxième fois, une troisième fois, et on se rend compte en analysant les parcours qu'il y a toujours soit une petite faute, soit en tout cas un cheval qui saute un peu moins bien en fin de parcours. Et ça, souvent, quand même, à la fin, quand on va chercher un petit peu plus loin et qu'on décide d'aller faire une endoscopie, parce que nous, en l'occurrence, on a une jument qui était comme ça, qui en examen clinique était parfaite. Et après avoir été faire endoscopie, il s'avérait qu'elle avait un asthme modéré. Après, et ça arrivait toujours en fin de parcours. Il y avait toujours cette petite faute. Donc baisse de régime. Alors c'est intéressant parce que ces sécrétions qui ne s'expriment pas par du jetage sont présentes. Et le fait d'accélérer le rythme respiratoire, d'augmenter la puissance respiratoire, font remonter les sécrétions et c'est celles-ci qui vont déclencher la toute fin de parcours. Donc ça, c'est souvent un signe, cette toute fin de parcours, après un effort, qu'on avait bien des sécrétions, mais on ne les voit pas parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour faire du jetage. Et après, à l'inverse, il y a aussi ceux qui, dans ma connaissance en tout cas, ceux qui toussent 2-3 fois début de travail et qui toussent plus. Mais quand c'est une fois, mais quand ça devient récurrent à chaque fois, bon, ça c'est quand même un signe, je pense, c'est pas forcément parfait. C'est un petit peu la même chose. Alors c'est la toux du fumeur, hein. C'est-à-dire qu'il y a ces sécrétions, on met en route le système, il se nettoie, il tousse 2-3 fois et après il travaille. Alors après c'est une gestion entre l'hygiène et tout pour aller plus loin. Ça n'empêche pas l'exercice, mais ça veut dire qu'on n'est pas sur un système respiratoire sain. Alors, est-ce qu'il y a des petits exercices que vous faites justement pour les mettre un petit peu en forme respiratoire? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou ça se fait naturellement? Alors, ça ne se fait pas que naturellement, malheureusement. Il faut souvent les aider. Alors, c'est ce qu'on verra tout après. Hein. Il y a tout un problème d'environnement, de traitement pour justement quand même commencer par remettre l'appareil respiratoire en forme avant de faire de l'exercice. Mais effectivement, le début d'exercice avec une petite toux, ce n'est pas forcément très grave. Mais c'est un signe d'alerte et il va falloir faire quelque chose. Docteur, Sophie, je vous en prie. Parfait, merci. Donc, la prévention, parce que bien sûr, on va traiter tous ces problèmes, traiter l'inflammation avant qu'elle ne devienne trop importante, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est la prévention. Donc, les deux piliers de la prévention, biosécurité et vaccination, et bien sûr, les mesures environnementales. Alors, sur la biosécurité, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est tout ce qui permet d'empêcher l'introduction dans son écurie ou de diffuser dans son écurie des agents pathogènes. Hein. Quand on va dans un grand concours, on ne veut pas revenir avec ni le virus de la grippe, ni le virus de la rhinopneumonie. Donc, c'est toutes ces mesures de biosécurité et qui sont notamment basées sur la surveillance clinique avec la prise de température des chevaux quand ils reviennent de concours. Concernant la vaccination, alors ça c'est très important, hein, je pense que tout le monde est convaincu. Par exemple, à titre d'exemple pour la grippe, hein, la couverture vaccinale de la grippe en France pour les chevaux est d'environ 80%, donc très bonne couverture vaccinale qui protège finalement tous les effectifs, tous les chevaux. On a très peu d'épisodes de grippe ou alors ils sont tout de suite arrêtés. Et à contrario, la rhinopneumonie, couverture vaccinale d'environ 30%, totalement insuffisante, d'où les épisodes de Valence. Et donc là, les sociétés ont pris des bonnes mesures de rendre cette vaccination obligatoire, mais c'est pour une protection à titre individuel et collectif. Et puis, dernier petit mot, on en parlait par rapport à l'asthme. Chez soi, dans ses écuries, il est fondamental d'améliorer la qualité de l'air que respirent les chevaux, hein, parce que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire, hein, en réaction avec cette qualité de l'air qui peut être altérée par le foin, la qualité du foin, les moisissures, les litières en paille, la ventilation qui n'est pas toujours performante. Donc là, il y a vraiment un travail au quotidien pour que les chevaux respirent un air le plus purifié possible.
Voilà, alors en conclusion, ce que je voulais dire avant de vous passer la parole, c'est que ces affections respiratoires, elles sont très importantes, elles induisent un arrêt du travail, des compétitions, elles sont souvent subcliniques. On peut avoir des séquelles possibles, donc diagnostiquer le plus tôt possible pour traiter le plus tôt possible. L'environnement du performeur, c'est vraiment ça le facteur de risque. Et l'importance des conditions de vie, du respect de la biosécurité quand on va à l'extérieur, quand on introduit un nouveau cheval dans son écurie, et des protocoles vaccinaux. Merci infiniment, docteur. En tous les cas, voilà, ça nous amène justement à quelques éclairages supplémentaires. Je crois que vous avez, vous, chers amis internautes, puisqu'elle est ouverte évidemment à vos réflexions, à vos questions. Et il y en a une. Oui, nous avons une question dans le chat qui est on remarque qu'il y a plus de problèmes respiratoires maintenant. Quelle est la cause et pourquoi? Alors maintenant, c'est-à-dire plus qu'avant. Plus qu'avant. Voilà. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent un petit peu. Alors est-ce que l'environnement, c'est peut-être Corentin, hein, finalement, c'est vrai, on a eu l'occasion d'en parler, le fait de se retrouver, ce que disait docteur, dans des environnements très souvent confinés, une saison indoor qui était très allégée auparavant, qui aujourd'hui est de plus en plus omniprésente, fait que ce sont des facteurs à risque. C'est un petit peu ce que vous traversez aussi. C'est un peu la question justement que je me posais quand on en a discuté au préalable, c'est est-ce qu'on y fait plus attention aujourd'hui ou est-ce que ça s'est dégradé quand même ces dernières années? Je pense qu'il y a un peu les deux. D'une manière générale, toutes les écuries qui sortent de terre au fur et à mesure, tout est de plus en plus fonctionnel pour les cavaliers, les grooms, mais pas forcément ce qui est le plus aéré. On est quand même plus ou moins dans des régions où il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de vent, donc on essaye de s'isoler, ce qui est un peu au détriment aussi de la qualité d'air des chevaux, parce que on connaît tous où on a tous des écuries, quand il y a un peu trop de vent, on ferme les fenêtres, qu'on met le foin, c'est assez fermé, on mouille pas forcément par terre avant de balayer. On balaye systématiquement aussi pour que ça soit propre, pour accueillir les clients, etc. Mais tout ça, ça engendre beaucoup de poussière. Les camions, on met tous de la paille, du copeau, mais à la fin, c'est très confiné, très fermé. Et je pense que les copeaux ou la paille dans le camion ne sont pas spécialement non plus une très bonne solution, surtout pour les longs trajets. Et c'est sûr qu'au fur et à mesure, la vraie question, c'est est-ce qu'on s'en préoccupe plus ou est-ce qu'il y en a plus? Voilà, je vous la soumets, docteur Yves. Alors, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a amélioré le diagnostic, notamment des formes subcliniques, que les gens sont plus sensibles à ces problèmes-là. Et comme tu le disais, les deux grands facteurs d'aggravation, c'est la qualité de l'air confiné. Donc les transports fermés, c'est terrible pour les chevaux. Ils sont dans une petite boîte, ils dégagent énormément d'air et c'est souvent sous-ventilé. Et combien de fois on a des chevaux qui arrivent à la clinique transpirants parce qu'ils ont tout fermé, il faisait froid, ils avaient mis un pull, ils avaient mis la clim à fond. Mais non, le cheval, il a besoin d'avoir de l'air et il ne craint pas le froid. Il craint l'humidité et le froid, mais le froid simple, il ne craint pas. Et puis les écuries, c'est pareil. On veut trop balayer, on veut trop fermer. Non, le cheval a besoin d'air. C'est un herbivore qui vit dehors et il ne vit pas confiné dans un petit... Et là, on a des facteurs d'aggravation. Ce n'est pas toujours que les facteurs primaires, mais c'est sûr que c'est des facteurs d'aggravation. Et le premier traitement qu'on fait, c'est l'hygiène de vie. Je crois que c'est en fait des conseils en fait de bon sens bien souvent. Hein, c'est d'imaginer que le cheval, par définition, pardon, je parle sous votre couvert, mais vit plutôt à l'extérieur de façon naturelle. Il a été conçu et créé comme ça. Donc si on part de ces grands principes, alors je comprends effectivement toutes ces contraintes de nettoyage, de bonne organisation d'une écurie, mais il faut peut-être repenser aussi la ventilation. Et puis après, au pire, on est obligé de passer par des produits. Donc c'est un petit peu les conseils qu'on peut donner à chacun déjà de vous tous, hein, si on a répondu à la question justement de notre ami internaute, je l'espère. Et c'est ainsi, à moins qu'on ait d'autres points éventuellement qu'on peut aborder, mais je crois qu'on a pris grosso modo le sujet pour essayer d'y apporter un petit peu de lumière. Ça sera justement bien l'objectif
de ces tables rondes, de ces équi-rencontres qui nous permettent justement d'aborder de différents sujets. Merci infiniment, Corentin. Merci, docteur au pluriel.